des parties vraiment glissantes. Et tout en bas, vous avez des subdigestifs. Là, on a représenté, si vous voulez, la décomposition des plantes. Quand la plante a atteint un certain âge, qu'elle fait une sorte de diane, elle fait ce qu'on appelle les zones supérieures, qui souvent s'accrochent à la végétation environnante en faisant une sorte de grille. S'accrochent aux buissons, aux arbres qui peuvent être juste à côté. On remarque très souvent, sauf exception, les ailes, les fameuses petites échelles disparaissent. On n'en a plus besoin puisqu'on capture essentiellement des insectes aériens, mouches, papillons, etc. Donc ça, c'est une forme typique. Le subdigestif, c'est acide. Il y a différentes enzymes. Je ne suis pas qualifié pour extraire toutes ces enzymes-là, mais il y a différentes enzymes. Le pH peut parfois être très bas. Pour Nepenthes bocorensis, on a examiné le pH à 4,6. Peut-être les variables. Là, vous avez un gros plan des fleurs. Alors, il y a deux types de fleurs. Celle-ci et celle-ci. Ça, je montrerai après ce que c'est. C'est ce qu'on appelle des plantes dioïques. C'est un terme un petit peu barbare pour dire qu'en fait, il y a des pieds mâles et des pieds femelles. D'accord? Un petit peu comme les humains. Donc là, vous avez ce qu'on appelle une fleur mâle. On a reconnu, c'est assez fin ici. Voilà. Là, vous avez un pied femelle. Donc pour qu'il y ait des graines de Nepenthes, il faut qu'il y ait un pied mâle et femelle qui fleurissent en même temps. Qu'un insecte vienne prendre du pollen ici, puis vienne féconder la fleur femelle. Une fois fécondée, elle enfle, ça fait une sorte de cosse, capsule, et à l'intérieur, vous avez des dizaines, voire des centaines de graines qui sont très très fines, qui ressemblent un petit peu à des cheveux et qui s'envolent au moindre courant d'air. Là-bas, vous avez une représentation des fleurs. En général, une longue tige comme ça. Vous avez soit une fleur à la fois, soit deux comme ça, soit des différentes petites branches, un petit peu comme l'Obuglia ou l'Oblija. Je rentre pas dans les détails. Alors, les trois premières espèces ont été décrites essentiellement au XVIIe, XVIIIe siècle, enfin découvertes. Tout le temps, entre le moment où on trouve une plante et le moment où on lui donne un nom. C'est une espèce de Madagascar, Madagascariensis, qui veut dire que le Nepenthes de Madagascar. Nepenthes distillatoria, du Sri Lanka, c'est le petit île en dessous là. Nepenthes mirabilis, qui se retrouve dans pas mal d'îles, c'est un Nepenthes qui est vraiment très très commun. C'est celui qu'on voyait tout à l'heure en photo, j'étais accroupi juste devant. Et en ce moment, il y a 120 espèces qui sont reconnues. Ça veut dire qu'elles ont un nom, on les a étudiées, etc. Il y a d'autres espèces qui sont encore à décrire. Alors, pour vous montrer qu'on s'intéresse de plus en plus à ces plantes, j'ai fait une liste des espèces qui ont été décrites entre 2000 et 2009. Vous avez dit tout à l'heure, il y a eu 3 espèces au 17e, 18e, maintenant on en a 120. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail avec tout le monde, je me suis référé à ce livre qui s'appelle en gros, si je traduis, Les plantes à viande de l'Ancien Monde, l'Asie, l'Europe, etc. En 2001, il y a eu 2 espèces décrites. Jacqueline de Sumatra, Lindalerensis, dont les termes sont un peu barbares, des Philippines, Datichida et Vogeli, respectivement tous les deux de Bornéo, en 2002. Vous avez Ouriana, Ismia et Sargadensis, donc 3 espèces, 2 et 3. Ensuite, vous avez 2 espèces en 2004, 2005 et 4 espèces en 2006, Chadiana, Jamban, Mugata, Dinax. Alors, au fait, pour donner le nom d'une plante, on donne soit le nom de quelqu'un, de la personne qui l'a découverte, ou quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial, soit le nom d'une caractéristique de la plante, la couleur, la forme, ou encore le nom de l'endroit où on l'a trouvé. Pour l'exemple, Nepenthes tenax, tenax ça veut dire coriace. C'est une plante qui vit dans des marécages et qui résiste au vent très très fort et qui tient toute seule comme ça. Nepenthes jamban, ça vient d'un mot indonésien qui veut dire toilette. La plante ressemble, les ombres ressemblent vraiment à une toilette. C'est le faire original. Nepenthes montanuga janensis, très compliqué. Ça vient de la montagne. Je sais pas bien. Nepenthes lava, qui a été décrite par M. Wistova ici, a été appelée comme ça parce que les zones supérieures sont souvent jaunes. Lava veut dire jaune. En 2008, on a eu une espèce écrite par un botanique japonais, Kurata, et cette année, on a eu 5. Cette année, il y a eu vraiment pas mal d'espèces qui sont décrites. C'est intéressant. Nous, on va s'intéresser à cette espèce-là, qui a été décrite au mois de mars, Nepenthes bocorensis. Et vous avez quelques autres espèces que les amateurs ici connaissent. Alors, moi, je me suis spécialisé dans les Nepenthes d'Indochine. Pour les jeunes qui sont là, ou pour ceux qui ne s'intéressent pas, l'Indochine, traditionnellement, c'était des territoires en Asie du Sud-Est. Vous savez, la grande zone qui était entourée tout à l'heure, qui appartenait à la France. D'un point de vue historique, c'était le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Le Vietnam s'appelait la Cochinchine et la Lame. Normalement, il n'y a pas la Thaïlande. La Thaïlande, c'est un État indépendant, du point de vue historique. Sauf que au niveau géographique, au niveau botanique, c'est intéressant pour moi de regrouper ces 4 pays. Simplement pour que vous compreniez que quand je parle d'Indochine, je
Je parle de ces 4 pays qui sont collés, qui sont les uns après les autres. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, donc le Cambodge ici, la Thaïlande là, vous avez le Laos ici et le Vietnam. Bon, on n'est pas très loin de l'équateur, donc le climat est chaud et humide. En dessous, vous avez le Sumatra, le fameux centre de diversité de Bornéo, qui n'est pas très loin. Alors, je me suis surtout intéressé à cette partie du monde, déjà pour des raisons personnelles, parce que je suis cambodgien d'origine. Aussi parce que ce sont des népathèses qui ont été très très mal étudiés. Les botanistes se sont surtout spécialisés sur les espèces de Bornéo parce qu'il y a toute une sorte de mythologie autour de Bornéo. Vous savez, il y avait les chasseurs de tête, il y avait les tigres, les orang-outans, etc. On a ignoré les népathèses de cette partie du monde. Ils ont été étudiés, mais de manière très imprécise. Moi, j'ai délimité 3 raisons pour ça. 3 raisons qui expliquent le manque de connaissance des espèces de cette partie du monde. Bon, la première, c'est que c'est un endroit sans joie. En tout cas, c'était réputé comme un endroit sans joie. Il y a pas mal de conflits, internes, externes, entre les pays et à l'intérieur. Ça s'est calmé, mais même de nos jours, certaines parties de l'Indochine sont encore assez dangereuses. Je pense notamment à la province de Narathiwat en Thaïlande, tout au sud de la Thaïlande, en la jonction avec la Malaisie, où il y a régulièrement des coups de feu entre les soldats des 2 pays. Il faut avoir un permis pour pouvoir aller examiner les plantes là-bas. Alors, en 2007, c'est très récent, 2 ans. Il y avait 3 espèces au Cambodge. Mirabilis, le Nepenthes merveilleux, c'est la plante verte que vous avez vue en photo tout à l'heure. La Nepenthes torelli et le Nepenthes anamensis, donc de l'anam, un des anciens noms du Vietnam. Je fais une petite remarque pour les cultivateurs ici, Nepenthes torelli n'est pas en culture, sauf exception. C'est une plante qui a été récoltée au Vietnam, dans un endroit dont le nom ne correspond plus à rien, un ancien nom si vous voulez. Et toutes les plantes qui sont soi-disant des torelli en culture ne correspondent pas au spécimen de torelli qui est conservé à l'herbarium de Paris. Je l'ai examiné, je sais à quoi il ressemble, j'ai pas ramené une photo ici, mais ça pourrait être le sujet de notre exposé. Et les plantes qui sont en culture sous le nom de torelli ne correspondent pas à ça. Donc c'est autre chose. Soit cette plante est éteinte, c'est-à-dire qu'on a construit du ciment par-dessus, on a drainé du marécage, soit il faut encore la retrouver. Vous pourrez être sûr d'avoir un Nepenthes torelli si vous avez bien un Nepenthes torelli qui a été trouvé dans le marécage de Titine. C'est le nom. Et Titine, si vous cherchez maintenant, ça ne correspond plus à rien. Le nom n'existe plus. Donc il faut toute une enquête à faire. Donc il y avait ces 3 espèces-là en 2007. Et au passage, vous regardez les dates. La description était très ancienne. Chaque fois que je mets une date à côté d'un nom, c'est l'année où l'espèce a été décrite. En 1908, 1916 et 1909. Alors à l'heure actuelle, après différents travaux, on en est à 4 espèces. Celui qui s'appelait anamensis tout à l'heure, le nom a changé, on l'appelle Similésie. Alors pourquoi est-ce qu'on change de nom? On s'est rendu compte que la plante qui s'appelait anamensis et la plante qui s'appelait Similésie, c'était la même en fait. On a examiné, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait 2 botanistes, chacun de leur côté, qui ont mis un nom à une plante, mais en fait c'était la même. Et forcément, quand c'est la même, c'est la plante la plus ancienne qui a vécu longtemps. D'accord? 1897. Mirabilis, il est toujours là, c'est le plus commun, là, c'est le vert. Torelli n'est pas du Cambodge, pour l'instant, il est simplement du Vietnam, on l'a pas retrouvé. Nepenthes cambotiana, ici, on l'avait mis de côté, on avait expliqué que c'était une espèce qui n'était pas valable, on a retravaillé dessus, on estime que finalement, c'est une espèce 1909 et l'espèce qui a été décrite donc, cette année, Bocorensis, qui veut dire qu'il vient de prendre. Alors je vous présente ces 4 espèces. Là, c'est Nepenthes Bocorensis. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait 2 types d'urnes, les urnes du bas qui présentent ces sortes d'ailes, on les voit très bien. Ils sont rouges écarlates, ils sont capuchons très gros. Et les zones supérieures, celles qui ont plus d'ailes, qui sont souvent beaucoup plus allongées. Donc ça, c'est l'espèce qui vit sur le long de record. Là, vous avez Nepenthes cambotiana. Alors là, c'est un cambotiana qui a été photographié en Thaïlande par Stewart McPherson. Et là, c'est un cambotiana de culture. En gros, les Nepenthes cambotiana a des urnes beaucoup plus rondes, qui se regardent, des tendrils très très longs, un peu comme Nepenthes belli, pour ceux qui connaissent. Et la plante ne présente aucun poil. La pilosité des plantes, c'est un caractère important. Vous avez des plantes qui ont beaucoup de duvet, d'autres qui n'en ont pas. Ça, c'est Nepenthes mirabilis, c'est Nepenthes vert que je vous ai montré tout à l'heure. Quand il est jeune, les urnes sont parfois rouges. Et quand il est plus âgé, vous avez des urnes vertes. Donc c'est la même plante. C'est ça qui est difficile avec les Nepenthes, parce que quand on ne se connaît pas, on a l'impression que c'est 2 espèces différentes. Il est arrivé autrefois que les botanistes coupaient un morceau d'une urne basse et un morceau d'une urne haute, et se disaient que c'était 2 plantes différentes. Mais parfois, il y a des formes intermédiaires.
L'ion ne change pas d'un seul coup, ça ne passe pas de ça à ça, il y a des formes intermédiaires. Les change, les formes changent. Là, c'est une Nepenthes similésie, une espèce très passionnante de son écologie, c'est pas le sujet d'exposer. Elle vit dans des savanes, elle subit des incendies, de la sécheresse, elle disparaît complètement du niveau du sol et réapparaît ensuite. Vous avez parfois des formes avec des zones blanches. Et il y a une cinquième espèce que j'ai trouvée il y a 1 mois et demi au Congo, j'ai encore des descriptions. C'est une toute nouvelle espèce. Enfin, beaucoup d'espèces de Sumatra. Alors en juillet 2007, donc il y a un peu plus de 2 ans, je me suis rendu au Cambodge. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il n'y avait quasiment pas de littérature, ça veut dire qu'il n'y avait quasiment pas de livres qui m'expliquaient où aller, quoi étudier, comment faire la différence entre les plans. Et chemin faisant, en allant visiter différents endroits, je me suis retrouvé sur le mont Bokor. Alors Phnom en cambodgien, ça veut dire coller, sur le mont Bokor. Ça se trouve au sud du pays. Vous avez le Cambodge délimité en jaune, le Bokor est ici. Quand on est du Bokor, on a le vue sur la mer, le golfe de Thaïlande. Ça, c'est mon Bokor, c'est un plateau en fait. Végétation assez dense, il fait très très chaud. Alors, quand je suis monté là-haut, je ne m'attendais pas forcément à trouver une nouvelle espèce de Nepenthes, je m'attendais à trouver quelque chose qui était déjà connu. En regardant la pente, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas en rond, ça ne correspondait pas aux plantes qui existaient déjà. Je me suis posé la question de savoir si c'est une nouvelle espèce. Alors cette espèce, je vais vous la montrer. C'est un milieu fougère, c'est en plein soleil, les ondes sont assez colorées. Alors, les ions ne sont jamais identiques. Là, par exemple, c'est la même espèce. Alors, c'est là au niveau de la taille, c'est juste le piège. Il y a la feuille et la tige. On n'a pas encore monté jusqu'à 7 mètres. Sur le même pied, vous avez les urnes basses, les rouges, et sur le même pied, vous avez la peau qui a commencé à faire des urnes hautes. D'accord? Il y a toujours un petit peu de rouge. Mais la forme est déjà différente. Les espèces cambodgiennes et les espèces vietnamiennes. Comment est-ce qu'on fait la différence? Donc là, je m'adresse un peu plus aux amateurs. Les Nepenthes bokorensis a des feuilles nettement plus larges que les autres. D'accord? Oblongue, ça veut dire qu'elles ont cette forme-là, de rectangle avec un arrondi un petit peu jusqu'au bout. Un peu comme les Nepenthes turbigiae. Voilà, ça c'est une forme typique de la feuille. Là c'est un peu ondulé, mais non, c'est bien comme ça se termine souvent comme ça. D'accord? Un petit peu comme le bout d'un cœur. Ensuite, il y a d'autres particularités au niveau des fleurs. Toutes les espèces d'Indochine ont en général en fait une fleur, comme ça une tige, avec des fleurs uniques. Les Nepenthes bokorensis régulièrement fait 2 fleurs. Pas toujours, une parfois 2, etc. On a observé ça sur aucune autre espèce. Il faut savoir qu'en botanique, les fleurs c'est très important. Ce sont les organes de reproduction, on base la classification sur ça. Une tige, on appelle ça un racème, avec des fleurs attachées sur les côtés. Et de temps en temps, c'est bon, et là-bas il y a 2 fleurs, où sont les boutons, là, ça ne prend pas ouvert. Il y a 2 fleurs, ici ça se voit bien aussi. Que ce soit sur le pied mâle ou le pied femelle, le format de femelle, on peut observer ces images. Alors les ions sont assez grandes. C'est l'espèce indochinoise la plus grande. Elles font en moyenne 25 cm pour les ions supérieurs. J'ai été visiter le maximum de plantes. En 2007, j'ai trouvé des ions de 35 cm. Stuart McPherson, qui était donc, là tout à l'heure, a été sur le mont Bokor en 2008, en février 2008. Il a également trouvé des ions de la même taille, c'est quand même assez grand. Et le périscope, donc ses couvertures, la bouche, est vraiment large, bulbeux, vraiment arrondi. Et l'opercule, c'est le capuchon. D'accord? Il est souvent voûté, un petit peu comme un wok, l'envers si vous voulez. Et en forme de pomme, c'est vachement supérieur. Ça c'est le couvercle à l'opercule du dessus. C'est vraiment une pomme. Orbiculaire à la base cordée. Donc là, vous voyez, la forme change légèrement parce que l'opercule est un peu froissé, mais c'est toujours même. Ça c'est vraiment constant. Les urnes, vous pouvez observer cette forme-là. Là, vous avez le péristome, la bouche, vous disiez, c'était large, bulbeux. Là, régulièrement, vous avez
le périscope qui se relève régulièrement en pointe. Je ne l'ai pas mis comme une constante parce que je n'ai pas observé. Il y a encore le couvercle, le percule qui est assez monté. Une plante assez colorée. Alors, donc cette plante, Nepenthes bocorensis, pousse sur le mont Bokor. Il n'y a que sur cet endroit-là pour l'instant. Peut-être qu'elle pousse ailleurs, mais on ne sait pas, il faut les vérifier. Elle pousse entre 800 et 1000 mètres d'altitude. J'ai refait le mont Bokor cette année. Quand vous allez à 750 mètres, à 700 mètres, en tout cas sur l'endroit que j'ai prospecté, on trouve rien. Peut-être qu'il y a des plantes qui se cachent quelque part à 650 mètres, etc. Mais d'un seul coup, à 800 mètres, avec une conjonction de la température, l'écologie, etc., les plantes apparaissent. Même si une plante un petit peu en dessous, elle est isolée. Donc c'est très, si vous voulez, c'est très restreint. Alors le Bokor, cet immense plateau, ça fait partie d'une grande chaîne qu'on appelle la chaîne des éléphants. Donc le Bright, c'est en cambodgien, ça veut dire la chaîne des éléphants. Donc comme je disais, il est possible, le Bokor est là, la ville de Cambodge, le Bokor est ici, la chaîne des éléphants, c'est tout ça. Il n'est pas impossible que la plante pousse quelque part ailleurs. À partir du moment où vous ne l'avez pas trouvé, ça peut être peut-être que des hypothèses. Alors comme je vous disais, c'est un immense plateau, ça fait 1080 mètres, ça fait 70 km. La température est assez fraîche, on a une moyenne de 15 degrés en janvier, 23 degrés en mai. Si vous comparez ça aux 27 degrés de la capitale, Phnom Penh, 27 degrés en moyenne annuelle, si vous imaginez un petit peu, c'est un endroit frais. 27 degrés moyenne annuelle, on est bien d'accord. Vous pouvez trouver pas mal de plantes de Nepenthes bocorensis sur les côtés de la route, c'est-à-dire que vous sortez de la route, vous marchez 5-6 mètres et on voyait les plantes. Elles étaient assez communes. Alors, on va le soleil. Donc là, c'est un petit peu l'habitat, vous voyez là, c'est la route. Une route de gravier, là, vous avez des arbres, quelques buissons. Là, on va un petit peu. Vous voyez, les arbres noirs. Le bocorensis pousse là. Cette fougère-là est très commune, on la trouve souvent dans les terrains pauvres et les terrains ici. Mais là, parfois, vous pouvez trouver un pied comme ça, tout seul. Ça pousse comme ça, quasiment au sable bleu. Lorsque les spécimens sont vraiment exposés au plein soleil, jusqu'à 40 degrés, même plus, très souvent, ils ont quelques taches rouges. C'est pas grave, la plante pousse très bien. Vous pouvez remarquer le capuchon de l'eau. Là, vous avez une plante qui pousse pas très loin d'un ruisseau, il y a de la sphène. La sphène, c'est la mousse verte qui est tout autour. La sphène, vous en trouvez en France, on est dans les ça, je rappelle plus, c'est dans la espèce. Les semaines plus âgées. On trouve toujours de la pluie. Donc, ils poussent en plein soleil. De temps en temps, on trouve quelques spécimens qui poussent à l'ombre. Ce qui se passe, c'est à l'ombre, les feuilles sont plus larges. Encore plus larges que la normale, afin de capter un petit peu plus de lumière. Alors, il y a un climat très particulier au Cambodge. C'est pas typiquement équatorial. Il ne pleut pas toute l'année, il ne fait pas toujours très chaud toute l'année. Il y a deux grandes saisons. La saison sèche et la saison des pluies. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la saison. D'accord ? Alors, entre novembre et mai, vous avez la saison sèche. D'ailleurs, si vous voulez le Cambodge, je vous conseille jamais d'aller au mois d'avril, il fait 40, 45, alors, en tout cas. Et alors, le reste de l'année, il y a la mousson, il pleut régulièrement. On peut voir tous les jours, 1 heure par jour, une demi-heure par jour, des pluies vraiment assez fortes. Alors pendant la période sèche, qu'est-ce qu'ils font les Nepenthes bocorensis? La plupart sèchent, en grande partie. Parfois, quand c'est vraiment un emplacement très exposé, ils disparaissent complètement. C'est-à-dire qu'on ne voit plus rien, on voit que des feuilles séchées. On appelle ça une espèce pyrophytique. Pyrophytique qui roule le feu, qui supporte la sécheresse, qui supporte les incendies, et qui ensuite, quand la pluie revient, se remet à pousser. Alors, je vous montre quelques photos de Nepenthes bocorensis pendant la saison sèche. Vous pouvez voir le sable, pensez un petit peu au sable qu'on voit pour les gros érapignés en Australie. Vous avez vu, la moitié du feuillage qui disparaît, les plantes se maintiennent. Là-bas, c'est peut-être un petit peu moins flagrant, vous avez les plantes complètement séchées. Alors, comment est-ce que cette espèce fait pour pouvoir survivre à la sécheresse ou aux incendies? Elle a développé des racines très particulières. Des racines tubereuses. Ici, vous avez des racines qui évoquent furieusement les tubercules ou les dahlias qu'on peut cultiver dans le jardin. En fait, ça stocke de l'eau pendant la saison sèche. Quand la pluie revient, la plante peut repousser. C'est unique dans la famille des Nepenthes. Il n'y a que les espèces d'Indochine qui développent ça. C'est dû au climat.
La saison sèche et la mousson. Si vous allez à Bornéo, même s'il peut y avoir une saison des pluies, une saison un peu plus sèche, les précipitations sont abondantes toute l'année. Au Cambodge, il peut ne pas pleuvoir pendant des semaines pendant la saison sèche. Justement, dans les endroits secs, alors là, c'est pour les gens qui connaissent un petit peu plus, on trouve souvent Bocorensis avec Drosera peltata, une espèce qui est typique des endroits secs, qui sèche pendant une partie de l'année. Vous trouvez également Bocorensis dans les endroits les plus humides avec d'autres plantes. Utricularia odorata, Utricularia humidissima, Subulata uliginosa. Alors ça ne dit peut-être rien, je ne dis pas de plantes, c'est 5 espèces attribuées, ce sont des plantes carnivores. Ils ont un point commun, c'est qu'ils colonisent les lieux pauvres en nutriments. Là justement, cette photo montre Bocorensis avec Drosera peltata. Alors Drosera peltata, c'est cette plante, ce sont des tiges. Vous pouvez voir pas mal de Drosera dans la salle d'exposition, ce sont ces petites plantes rouges avec une sorte de colle. Vous en voyez là-haut, là-bas. Une sorte de filet. Là, vous avez un Drosera peltata. Alors, pas très bien ici. Alors là, ici, vous voyez une minuscule petite feuille verte, là, dans cette feuille verte, c'est une plante carnivore. Il fait du grand plan floral et il y a des fleurs jaunes. Donc, pas très bien, hélas. C'était Utricularia odorata. Là, vous avez Utricularia subulata, c'est très rare. Vous voyez ici, ce sont les fleurs jaunes. Donc, carnivore, elle attrape des insectes ou des animaux minuscules avec ses racines. Alors là, je n'ai pas pu avoir de bon plan, c'est Utricularia humidissima. Vous connaissez un ici. Colonisez les feuilles d'eau, ce sont des petites fleurs blanches. Fleurs toutes petites, quelques millimètres, très jolies. Et là, j'ai découvert cette année que sur mon corps, on avait également Utricularia uliginosa. Ici. Je ne m'attarde pas parce que c'est pas intéressant. C'est pas de belle photo. Alors, une fois que je suis revenu en France, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais plein de questions, je m'étais demandé est-ce que c'est une nouvelle espèce, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas scientifique de formation, je ne suis pas botaniste, mais j'ai vraiment envie de faire avancer un peu les choses pour plein de raisons personnelles, etc., pour des raisons d'intérêt. Je vais contacter l'Herbier de France. L'Herbier de Paris, c'est une annexe du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Dans cet herbier, qu'est-ce qu'on fait? On conserve des spécimens de plantes séchées. J'explique un petit peu à ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Quand vous décrivez une nouvelle espèce de plante, ou même quand vous décrivez une nouvelle espèce, par exemple, de chauve-souris, vous devez avoir ce qu'on appelle un type, c'est-à-dire un représentant de l'organisme en question, une plante séchée, une chauve-souris mise en formol, pour baser la description. Donc, dans l'herbier de Paris, il y a des millions et des millions de spécimens séchés de plantes. Il y a 10 millions de spécimens, c'est le plus grand herbier du monde. Dans ces spécimens-là, il y a peut-être des espèces qui ne sont pas là. Je me suis rendu là-bas sur place et j'ai demandé l'autorisation de consulter le matériel de plantes qui venait d'Indochine pour pouvoir comparer. Alors j'ai eu de la chance, puisque bon, comme l'Indochine était française, que le Cambodge appartenait à la France il y a un peu plus de 50 ans, tout le matériel qui avait été collecté à l'époque était déposé à Paris. Ça avait été beaucoup plus loin, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Là, il y avait simplement quelques heures de TG. Je me suis rendu compte que cette plante avait déjà été collectée par le passé, à plusieurs reprises, notamment en 1904, 1965, 68. Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'étiquette, ou alors c'était mal identifié. On avait mis un autre nom. Voilà à quoi ressemble l'herbarium de Paris. Si vous avez déjà été au jardin des plantes, vous avez cette grande allée avec ses plates-bancs. C'est un des bâtiments qui est sur le côté. À l'intérieur, vous avez des énormes colonnes avec des casiers. Dans chaque casier, il y a à peu près une centaine de plantes séchées collées sur des feuilles. Ceux qui ont déjà fait des herbiers savent de quoi je parle. C'est l'étiqueté. Là, c'est l'endroit où j'ai travaillé. Dans les pochettes, il y a plein de plantes séchées, certaines ont plus de 100 ans. Là, vous avez une centaine de Nepenthes. Et là-bas, près de la fenêtre, vous avez un Nepenthes bocorensis qui a été collecté en 1965. Il était étiqueté comme Nepenthes taurine, ce qui ne l'est pas. Donc c'est comme ça. Les plus jeunes vont conserver les plantes. On les sèche régulièrement, on met des produits dans les casiers pour que les parasites ne les attaquent pas. Et si un scientifique est intéressé et a envie de savoir à quoi ressemble vraiment la plante, il y a deux solutions. Soit il va sur place, il va sur le terrain, c'est un peu cher, c'est difficile. Soit il vient examiner les spécimens. Pour en prendre le plus grand soin, c'est très cassant, bien nature. Cette plante a plus de 40 ans. Donc après avoir travaillé pendant un long moment, à peu près 18 mois, j'ai publié l'espèce cette année au mois de mars, dans cette revue. Cette Carnivora Australie, je l'ai écrit en anglais pour avoir un maximum d'auditoire assez large. Nepenthes bocorensis, donc en français, une nouvelle espèce du Cambodge. FS, ce sont des initiales, donc en 2009. Dans cette revue, qui a été éditée par la Société de plantes carnivores d'Australasie. À l'intérieur, j'ai fait un article assez complet en suivant les règles. Il y a des règles
intégré une description où je me suis forcé d'illustrer les points les plus particuliers de l'espèce. Donc l'opercule en forme de pomme, je vous souviens, là-bas l'opercule voûté, le péristome de la bouche assez large, ici des fleurs qui régulièrement font de fleurs. J'ai représenté les zones inférieures, les zones supérieures, la capsule, la graine. J'ai même fait un arrondissement des glandes. Alors souvent sous l'opercule, sous le capuchon, il y a des sortes de petits boutons qui s'y prêtent une sorte de nectar. Et ces glandes ont des formes différentes selon les espèces. C'est un caractère un peu. J'ai regardé le matériel de Paris. Il y avait déjà des Nepenthes bocoensis déjà collectés. J'ai choisi celui qui me semblait être le plus représentatif. Je l'ai désigné comme le type. On appelle ça l'holotype. Dans mon article, il est noté que l'holotype est le spécimen qui a été collecté par Marie Martin, c'est une botaniste, en 1965. Elle a collecté, elle ne savait pas ce que c'était. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'on faisait cette plante. Au passage, en 107 pour faire une décoction pour les femmes enceintes. Donc Marie Martin, ensuite, après avoir s'être renseignée sur cette plante, l'a déposée à Paris en espérant que quelqu'un se penche dessus. Je devrais rencontrer Normand l'année prochaine. Je vais bien la retraite, mais j'aimerais bien dire que la plante a désormais un nom. Alors, je tiens quand même à apporter en précision. En juin 2009, 3 mois après, il y a un botaniste très connu qui s'appelle Martin Schick, qui a également décrit la même espèce. Il lui a donné un nom similaire, les Nepenthes bocoensis. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a deux publications concurrentes? Tout simplement, c'est la publication qui sort la première, qui prédomine. C'est-à-dire que si vous tombez sur les deux noms, le nom qui va être utilisé, c'est celui de la publication la plus ancienne. La mienne, la plus ancienne, de 3 mois, donc c'est le nom de Nepenthes bocoensis que vous devez employer. Il y a un code de nomenclature botanique internationale. Alors l'espèce apparaît également dans le livre d'histoire de Macpherson, Chapman Savéodor, qui est là-bas sur le centre d'histoire, dans deux volumes. Il y a cette page qui sont consacrées à l'espèce. Donc c'est ce livre-là. Alors, donc là la partie taxinomie, description, identification, classification de la plante est terminée. Moi ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir si la plante est en danger, si ça va bien se passer pour elle, si elle pourra continuer à pousser encore très très longtemps sur mon corps. Alors, le problème du monde corps, c'est que ça a toujours été un endroit très attractif. Et pourquoi? À cause de la température. Voilà, il fait frais, il fait 10 degrés de moins que dans le reste du pays. Entre les années 1917 et 1925, les colons français ont fait une sorte de station touristique. Ils se sont bien implantés puisqu'ils ont mis une église catholique, même un bureau de poste, également un casino, un hôtel. J'ai quelques photos. Ça a été complètement abandonné depuis, donc ça ressemble un peu à une sorte de ville fantôme. Tout en haut du plateau, au sommet, avec l'hôtel. Alors quand il y a de la brume, je peux vous dire que c'est assez effrayant. C'est vraiment effrayant. Alors cette photo, c'est assez extraordinaire parce que 5 secondes avant que je la prenne, je ne voyais rien. Je ne voyais pas à 4 mètres. Ça veut dire qu'il y avait le record est dans les nuages. Il y avait des vents violents. Donc, en 10 secondes, la brume s'est dégagée. J'ai pris ma photo, et juste après, la brume est revenue. Les vents sont vraiment violents. On a froid. Peut-être que là, maintenant, si c'est 14 degrés, je n'aurais pas froid, mais on est passé beaucoup de temps à 27-30 degrés, monter là-haut et avoir une différence thermique de 15 degrés, c'était assez violent. Je pense que les fameux tribus du Venezuela doivent un peu être dans cette espèce. Donc l'hôtel est franchement assez effrayant. Là, vous avez un magnifique bureau de poste. Colonial. On peut rentrer à l'intérieur, il n'y a pas de danger. Là, c'était notre demeure. J'imagine, mais alors, c'est un endroit très prisé pour le panorama, pour voir le golfe de la Thaïlande. Alors, la photo ne restitue pas la magie de l'endroit, mais c'est vraiment magnifique. Il y a des lieux qui vont partout, vous avez des fougères là, des orchidées, etc., des faces qui se baladent, peut-être de nouvelles espèces. Et voilà pour ensemble le sentier quand j'ai fait mon premier voyage. Donc, j'ai fait 2 voyages, en juillet 2007 et en août 2009. Donc, pas longtemps. Ça ressemblait à ça le sentier, ça faisait que 4 mètres de large. Là, le sentier a l'air joli, mais en fait, c'est horrible. Il y a plein de cailloux, il faut aller en 4x4. Certains vont avec une voiture normale, mais il n'y avait plus de postérieur, à la fin, vous poussez ça fait 2 heures. Et donc, vous avez la végétation qui se battait un petit peu avec le sentier, vous avez les fougères arborescentes, les palmiers qui essaient d'envahir un petit peu. C'est magnifique. Quand vous arrivez un peu en haut du plateau, ça se dégage un peu, mais bon, ça fait pas plus de 5 mètres de large. Et il y avait beaucoup de bocoensis, des Nepenthes bocoensis sur les bords. Comme je vous disais, on descendait la route, on marchait 5-6 mètres, et on pouvait trouver les bords. Très souvent, il y a de la brume sur les photos.
c'est assez frais, et il y a régulièrement le plateau a régulièrement la tête dans le nuage. Alors, là récemment, on a trouvé cette espèce de lézard qui est encore décrite, qui appartient au genre Anthrosaurus. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis ce plutôt de lézard dans les éléments de carnivores? C'est pour vous dire que les scientifiques ont très peu étudié le Cambodge et il y a plein de plantes et d'animaux à l'étudier. Cette espèce de lézard va peut-être bientôt plus exister. Comme je vais vous montrer, en fait, c'est passé quelque chose de particulier. Quand on arrive tout en haut du plateau, là c'est une photo qui a été prise à un moment, on découvre cet immense panneau. Alors on voit pas très bien. Là c'est une vue aérienne du Bokor. Il y a les parties vertes, c'est la végétation. Et là vous voyez, ça ressemble à un plan immobilier. En fait, le Bokor est un parc national. Et le gouvernement cambodgien a loué le plateau entier à une société vietnamienne pour 99 ans. Que la société puisse faire ce qu'elle veut, construire un complexe touristique. Ils ont prévu de faire un casino, des hôtels internationaux, des restaurants, etc. Dans un parc national. Ça ne pourrait jamais se faire dans un pays européen, par exemple. Ils ont prévu un magnifique hôtel. Super. C'est la même société d'ailleurs qui possède le droit pour les temples d'Angkor. Quand vous allez au Cambodge, vous payez $20 d'entrée pour les temples d'Angkor. La moitié doit aller au gouvernement cambodgien, l'autre moitié va à la société vietnamienne et puis les gens qui habitent là-bas. Alors voilà le sentier que vous avez vu tout à l'heure, qui faisait 4 mètres, qui a à peu près 20 mètres. Donc les otages sont passés par là, ils ont complètement creusé à même la roche, enlevé les arbres, les plantes, tout ce qui gênait. Donc là il y a à peu près 7 mètres de hauteur là. On a tout enlevé, tout le sentier de la montagne. Donc là ce sont des photos qui ont été prises à ce système. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi en 2007, quand je trouvais comme je vous disais, ce qui m'intéressait, c'était pas uniquement d'écrire la plante ou d'étudier, je voulais absolument qu'elle soit en culture. Je voulais qu'elle puisse être répartie chez les cultivateurs, des pépinières spécialisées. Il y a des pépinières spécialisées. Les plantes carnivores, on ne trouve pas dans la jardinerie. Il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans, qui les vendent. Il y a le public restreint, on y en a. J'ai prélevé des graines et je les ai distribuées aux pépinières spécialisées les plus connues. On le petit Capance, en Australie. Peut-être national de chez Pittsburgh qui est dans cette salle, celui magnétique donc en Floride, Nursery de Hawaï et Christian Klein qui est un cultivateur semi-professionnellement très connu. J'ai envoyé ça à une quinzaine d'autres cultivateurs, j'ai envoyé des graines. Les graines c'était ces sortes de petits filaments que vous avez vu sur le dessin. J'ai cultivé moi-même des plantes à la maison, je les ai fait germer, j'ai obtenu des petites plantules et je les ai envoyées à pas mal de gens dans l'Union Européenne, parce qu'il faut des permis pour les envoyer en dehors de l'Union Européenne. Ce que je voulais c'est que la culture médecine. Je savais qu'il y avait ces travaux qui devaient arriver. D'accord. Par exemple, cette plante-là, l'Epentes bokorensis, elle est passée du Cambodge à Hawaï. J'ai envoyé des graines à un ami qui était à Hawaï, donc cette plante-là pousse sous le soleil hawaïen. Ce qui pourrait être plutôt pas mal. Vous avez la même plante, toujours la même plante. J'ai une autre plante qui est partie un peu plus haut, une plante qui pousse à Seattle. Je pourrais vous montrer des photos comme ça, un petit peu partout. Je sais que ces gens-là sont des gens expérimentés, que la plante est entre de bonnes mains et que lorsqu'ils pourront multiplier la plante. Soit faire d'autres graines, soit faire des coutures comme on peut faire avec les plantes de la maison. Alors, néanmoins, ce n'est pas parce qu'on cultive une plante qu'elle est répandue en culture que ça peut remplacer la plante à l'état naturel. Bien d'accord. C'est pas parce que vous avez un magnifique poisson dans un aquarium qu'on peut se permettre de détruire leur habitat ou le récit de coraux. Alors, du fait que l'Epentes bokorensis appartiennent au genre Nepenthes, la plante est déjà protégée au niveau du commerce. C'est-à-dire tous les Nepenthes qui existent, les 120, sont protégés par une convention qu'on appelle la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore. Il faut un permis pour pouvoir faire circuler la plante d'un territoire à un autre. Si je veux sortir une plante du Cambodge en France, il faut des permis, il faut signaler tout ça. C'est pas très difficile de contrôler ça, il faut le dire, mais au moins, bon, c'est une institution qui existe. Le problème, c'est que la CITES ne protège pas du tout la plante dans son milieu naturel. Si je veux détruire des Nepenthes bokorensis dans le Cambodge, la CITES ne peut rien. Alors, ce que moi j'essaie de faire en ce moment, c'est de faire un dossier, de me renseigner auprès de l'UICN. Alors, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est un organisme assez connu. C'est le grand réseau mondial de protection de l'environnement. Une vaste farce ou quelque chose d'utile, c'est à voir. Donc, des scientifiques qui travaillent régulièrement, des experts bénévoles, ça part dans 160 pays. Je ne me fais pas forcément d'illusions, mais je travaille avec ce qu'il y a.
Plutôt que de dire ça ne sert à rien, je ne fais rien, j'essaie d'inscrire la plante. Une fois qu'elle est dans la liste rouge, on peut, si vous voulez, on a un certain poids. Évidemment, ce n'est pas parce que je vais dire au gouvernement cambodgien qu'il y a des méthodes progressistes dans la liste rouge que ça change grand-chose, mais ça lui donnera un nom, ça permettra peut-être d'attirer l'attention de certaines autres. Alors, pour cultiver la plante, là on est loin de la taxonomie de la description. Pour cultiver la plante, c'est assez intéressant. Ce groupe d'espèces en Indochine, le groupe d'espèces pyrophytiques qui supportent la sécheresse et les incendies, a besoin d'une luminosité forte, comme un plein soleil. Moi j'ai utilisé en éclairage des ampoules de type MH. Alors, ce sont des grosses ampoules un peu halogènes. Les plantes poussaient pas mal. Donc j'ai une grosse ampoule à la maison, donc c'est toujours entre les petits, on a un énorme spot si vous voulez. Ça pousse bien, mais je trouvais que les plantes qui poussaient sous cette ampoule ne ressemblaient pas exactement à celles qui poussaient dans la nature. Les feuilles devenaient plus fines et puis la plante avait tendance un petit peu à s'allonger. J'ai ensuite utilisé un autre petit éclairage, des sortes de tubes de néon, et c'était déjà un petit peu mieux. Mais les plus belles plantes, celles qui ressemblent vraiment à celles de la nature, sont celles qui poussaient vraiment en plein soleil. Ça, c'est une plante que je cultive dans la maison. Dans un terrarium, en grand terrarium, c'est un aquarium. Un éclairage par-dessus, c'est très joli. Les feuilles ne sont pas aussi larges que dans la nature, n'ont pas le même vert, ça pousse bien, mais je n'en suis pas satisfait. Alors pour le substrat, si vous voulez cultiver ce népenthes-là, je peux mettre du sable pur, mélanger ça à de la tour, c'est un substrat, la sphène dans les compositions, vous pouvez trouver dans la maison. Parfois dans les zones humides, on trouve la sphène au pied des plantes. Et les plus beaux spécimens que j'ai pu avoir, et c'est un peu tout, un substrat orchidée, du sable pur. Alors, sable pur, comme dans la nature, c'est bien sympa, mais c'est très difficile à arroser. Une fois que le sable est sec, ça fait un bloc. C'est très difficile dans la nature, il y a des plus régulières, il y a une humidité atmosphérique, etc. Donc, moi, ce qui a marché le mieux, c'est de mélanger du sable et du broyat. Ceux qui cultivent des plantes carnivores, c'est un des substrats typiques. Les sarracini, ce sont ces plantes que vous avez pu voir dans la salle d'exposition qui font une sorte de tube, là, avec un capuchon. Ce n'est pas le substrat qu'on utilise en général pour les népenthes. Alors, je laisse le substrat bien sécher entre deux jardinages. Dans la nature, quand le sol est vraiment très sec, c'est la saison sèche, les plantes dorment. Elles disparaissent à moitié ou en totalité, et les tubercules pour produire de l'eau à la plante. Lorsque les pluies reviennent, la plante redémarre. Moi, en culture, ça fait 2 ans que je cultive la plante, j'aurais dû la faire dormir 2 fois, je ne l'ai pas fait. J'ai gardé le substrat humide, et la plante continue à pousser très bien. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'en faisant comme ça, est-ce que vous n'allez pas diminuer la longévité de la plante? Est-ce que vous n'allez pas la fatiguer? Est-ce qu'elle ne va pas mourir? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de se reposer comme ça 2 fois par an? Il y a d'autres espèces d'Indochine qui sont cultivées avec succès depuis plus d'une vingtaine d'années, pas Bocorensis mais d'autres du même groupe, et elles sont cultivées sans période de dormance depuis très longtemps. Et les plantes ont plus de 20 ans, plus de 30 ans. Mais ça vaudrait le coup d'essayer. Je trouvais ça intéressant de cultiver ça comme un rosade tubéreux et de laisser. Je ferais bien de côté d'ailleurs. Rosade peltata, Bocorensis. Alors, le hygrométrie en terrarium, puisque c'est fermé, avec c'est chaud, c'est humide, c'est très élevé. Mais toutes ces espèces-là, les espèces d'Indochine qui subissent la saison sèche, peuvent être cultivées à 40% d'humidité. Dites ça à un cultivateur de népenthes semi-chevronné ou semi-expérimenté, il vous dira que c'est pas possible. On peut habituer peut-être dépendre, mais 40% ça fait quand même sec. C'est quasiment l'hygrométrie pour les cactus, les succulentes, les cactus. C'est vraiment exceptionnel dans cette famille-là. Au niveau de la température, je dirais 15-25 degrés, c'est idéal. Je n'ai pas inventé ça, je me suis juste référé aux températures du moment. C'est une espèce qu'on peut qualifier intermédiaire. En fait, les népenthes poussent soit dans un endroit très chaud, soit en altitude, à 2000 mètres, voire 3000, même un peu plus. Elle pousse entre 800 mm, un petit peu entre deux. Malgré tout, en la cultivant en conditions chaudes, je n'ai pas de problème. Mais je pense que si vous pouvez faire, on va dire les 18-25, c'est mieux que de la chauffer à 25 tout le temps et à 30 la journée. Alors, j'ai des amis qui m'ont cultivé en serre, parfois en hiver. La température descendue à 10 degrés, j'ai même vu des gens qui m'ont dit que la plante avait supporté 6 degrés. Je ne sais pas si ça plaît à la plante, mais il n'y a pas eu de noircissement des feuilles, ça se passait très bien. Alors j'ai un très bon ami qui s'appelle Marcelo Catalano, qui s'est spécialisé dans les népenthes de ce groupe-là comme moi, qui cultive à Milan les népenthes d'Indochine sous une lampe à sodium dans son séjour avec moins de 40% d'humidité. Les plantes n'ont pas l'air trop mal. C'est ça qu'il faut pour l'intérieur. Les népenthes, je ne casse pas la tête, il faut une bouteille d'eau et du sable. Il faut les adapter un petit peu. Voilà. Rien à voir avec le terrarium. De toute façon, plus vous voyez des népenthes dans la nature, plus vous dites
que l'humidité, je ne pas d'expert facteur important, mais vous relativisez beaucoup de choses. Quand on commence à cultiver, on se dit qu'il faut pulvériser en permanence, il faut absolument les mettre dans une humidité semblable à celle d'une salle de bain quand on sort de la douche, et finalement, dans la nature, elle ne fait pas tout le temps ça. Alors, en terrarium, je ne ventilais pas. Je n'étais pas de ventilateur, je n'étais pas de circulateur, ça arrive, je ne sais pas si c'est ventiler. En juillet 2009, les plantes, donc il y avait 2 ans, puisque j'ai remis des graines en août 2007. Ils mesuraient 40 cm, donc elles poussent vite. J'ai mis des plantes en extérieur, elles supportaient des vents forts. Pourtant, je ne l'ai pas mis dans les endroits les plus exposés de mon jardin. Donc, si vous avez cultivé en terrarium, c'est une culture classique, c'est ce que vous faites avec les autres espèces. En serre, ça semble pousser très très bien, il faut simplement lui proposer beaucoup de lumière. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la cultiver en extérieur. C'est quasiment dans la seule espèce, ou en tout cas dans ce groupe, les 16 espèces qui peuvent être cultivées en extérieur. Alors j'ai pas beaucoup de recul, mais je vais vous faire part un petit peu de mon expérience. En février 2009, j'ai retiré 2 petits spécimens, qui faisaient 5, 8, 6, 8 cm. Vous allez me demander pourquoi ils n'étaient pas aussi grands que les autres, qui quelques mois plus tard, ils mesuraient 40 cm. J'en avais plusieurs centaines pour une petite serre, une mini-serre. Je voulais absolument les faire pousser et ensuite les envoyer aux gens pour que la plante soit en culture, mais je ne pouvais pas me permettre de garder 300 plantes de 40 cm à la maison. 3 enfants, une épouse, ça prend la place aussi. Donc c'était pas possible. Donc je les ai gardés tout serrés, les racines les unes à côté des autres, et ça les empêchait de se développer. Mais ils restaient assez sains. Je me suis dit, j'en ai plein, j'ai fait une expérience, j'en ai pris 2. Je ne suis pas cassé les têtes, je les ai mis tout de suite sous des tubes transparents. Alors normalement, ce qu'il faut faire quand vous voulez adapter des plantes comme ça, vous les mettez dans un grand plastique transparent, vous faites un petit trou, vous mettez sous le tube, donc dans le plastique il y a 70-80%, 2 semaines après vous agrandissez le trou, on passe à 60, 50%, et 2 semaines après vous enlevez le plastique. Donc, je ne sais pas, on mettait des tubes comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À 20 cm des tubes, donc 30% d'hygrométrie à peu près. J'ai voulu tester cette histoire de période de dormance. Donc il y a un pot, je l'ai laissé complètement sécher. Vous enlevez le substrat du pot, et à l'autre pot, je l'ai laissé humide. Je l'ai arrosé régulièrement. En avril 2009, 2 mois, juste 2 mois après, j'ai décidé de placer les 2 plantes dans un bac à Saraceni. Les bacs Saraceni sont des grands bacs avec un grand fond. Alors, les plantes vont vraiment pousser très très vite. Très très vite. La plante, celle que j'avais laissée sécher, pendant 2-3 mois, elle n'a plus bougé. Elle est stressée, elle est peut-être rentrée en période de dormance et elle n'a plus bougé. Celle que j'ai laissée grande a continué à pousser, elle est passée donc de 6-8 cm en février 2009 à 5-7 mois après à 60 cm de diamètre. Il est resté dehors. Et vraiment, quand vous cultivez des néclatestes, à un moment, vous ne les laissez pas dehors. Donc elle est restée comme ça entre avril et septembre, ici, dans le bac de là. Donc les Saraceni sont chez moi. Et là, les plantes sont vraiment quasiment identiques à celles de la nature. Donc là, ici, vous avez le petit pied qui a stressé, qui a refusé de pousser entre mai et juillet, qui ne bougeait plus, je crois qu'il était en dormance, et le grand pied qui a poussé, qui était donc comme ça en février, qui est devenu comme ça. Donc en septembre. Vous voyez les gros arrêts là-bas, c'est pas le plus. Donc là, vous avez ces fameuses feuilles oblongues assez larges, un petit peu comme les spécimens de la nature, et puis ces feuilles effilées qu'on avait en terrarium. Donc c'est resté comme ça en plein soleil. Il y avait du soleil à partir de 6h, 6h30. À 16h, cette partie-là de la terrasse rentrait dans le monde, parce que ça faisait une grande photopériode, une grande période de flux. J'ai une question, c'est dans quelle partie de la France? J'habite dans le Nord. Alors, pas de remarques désobligeantes. Je veux dire, si vous essayez dans le Sud, il faudrait peut-être ombrer ou essayer de réduire la photopériode, peut-être plein soleil entre 6h et 13h. C'est à essayer, tout tester. Normalement, avec aucune espèce de néclatestes, vous pouvez essayer sur le faire. Et comme vous avez vu, la plante continue à faire des œufs. Parce que pour la plupart des autres néclatestes, quand la plante n'est pas contente, quand l'humidité n'est pas assez bonne, il peut y avoir un facteur, elle fait des feuilles, mais elle ne fait plus de piège. Là, elle continue. Et là c'est une photo qui est toute récente. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne peux pas, évidemment pas la laisser dehors toute l'année. Elle peut supporter 10 degrés, peut-être 6, mais elle ne supportera pas les gelées. Je vais la rentrer. Elle est ici, on la voit pas très bien. Je la remets ici. Je vais laisser derrière la baie vitrée jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. Je vais la sortir. Et je caresse le rêve d'avoir un énorme potée de plantes comme dans la nature l'année prochaine. En plus, ça produit bien un facteur d'écologie. Alors, pour multiplier l'espèce, c'est utiliser des moyens classiques de bouturage, marcotage, la division de rejet, qu'on a fait plein de petits bouts séparés, de semis, encore avoir des graines. J'espère bien que les cultivateurs à qui j'ai envoyé des plantes vont réussir à faire fleurir leurs plantes. On va avoir un pied mâle ici, un pied femelle là. On va s'envoyer du pollen par la poste, on va s'amuser, on va faire ça, on va faire des abeilles. Et
après, on prendra les graines. Et alors, le plus intéressant, c'est qu'on peut diviser les racines. Les fameuses grosses racines charnues, les racines tubéreuses. Et je pense que la plante va vraiment avoir un avenir horticole très intéressant. Alors, regarde, ça, c'est un ami qui s'appelle Tom Kahl, un cultivateur américain qui cultive depuis 30 ans. C'est pas un Nepenthes bocorensis. C'est une espèce proche, une Nepenthes camprodoniana, la grosse, on voyait au tout début. C'est exactement la même morphologie, la même type de racine. Donc c'est une espèce pyrophytique qui survit à la sécheresse et à la faim. Tom a pris carrément un morceau de tubercule, à la rigueur ça pourrait faire penser à un rhizome de dahlia. C'est pas. Il l'humidifie. Là c'est l'autre morceau, je vais dire la petite plante là, il l'humidifie. D'ailleurs il n'y a pas longtemps j'ai reçu un morceau comme ça par la poste. Je vais devoir procéder à cette opération-là. Il a mis en dépôt avec du substrat, avec un mal de substrat avec pas mal de gravure. Et quelques temps après, ça ressort. Il n'y avait aucune feuille. Il est simplement de tubercule. Quelques mois après, ça pousse bien. En fait, là, on est en train de reproduire ce qui se passe à la saison des pluies. Et vous allez voir. Et après, on peut recommencer. C'est ce que je vais essayer de faire l'année prochaine avec ça. Ouais. Merci tous ces gens qui m'ont venu pour faire des photos. Et je vous remercie. Merci. Si jamais vous avez des questions, moi je vous écoute. François, Oui. est-ce que les racines tubéreuses, elles apparaissent parce qu'on va stresser la plante et on va lui faire subir des périodes de sécheresse? Alors j'ai. Est-ce que par contre, si on continue à la cultiver en terrarium avec les techniques classiques, les racines ne formeront pas de... Alors je peux répondre tout de suite à la question. Dès le départ, les racines forment une sorte de petites carottes. J'ai des spécimens que j'ai donnés à M. Kern là-bas, sur son stand, qui était dans de la sphère humide tout le temps. Et les racines forment déjà une sorte de, vraiment de carotte. D'accord. Donc elles commencent déjà, c'est dans les gènes de l'allemand. Alors après, est-ce qu'il faut faire une période de dormance, comme je vous disais, en plus c'est vraiment caractéristique de cette partie-là du monde. Ils se sont développés comme ça, c'était leur seul moyen de pouvoir survivre à cette période de sécheresse. Comme je vous disais, il fait 45 à 40 à pendant cette partie de l'année, hygrométrie peut-être 30%, ce qui est quand même très très rare. Donc les tubercules apparaissent comme ça très